À la une de ce 20h, Albert Ouedraogo et des membres du gouvernement à l'École nationale des sous-officiers d'active et à l'Académie de police. Ces visites s'inscrivent dans le cadre du programme d'immersion au sein des forces de défense et de sécurité décidé en Conseil des ministres. Ces militaires d'un jour ont pu s'imprégner des réalités que vivent les FDS dans ce contexte d'insécurité. Éducation inclusive ce soir, quel est le niveau d'insertion des enfants vivant avec un handicap dans les établissements scolaires et comment améliorer les chiffres? C'est la bataille de la coalition nationale pour l'éducation pour tous. Elle est en atelier hier sur la question. Tout de suite, reportage et aussi entretien avec le coordonnateur de la coalition nationale pour l'éducation pour tous. Et enfin, le projet de loi du 30 mai 2022 portant habilitation du gouvernement à prendre des mesures dans le cadre des suggestions liées aux nécessités de défense nationale dérange l'OPM, l'organisation professionnelle des médias. Elle crie déjà à l'atteinte à la liberté d'expression et de la presse. Bonsoir à vous. Voici donc pour le sommaire de notre dernier rendez-vous d'information de la semaine. Bienvenue si vous nous rejoignez. Programme d'immersion au sein des forces de défense et de sécurité. Le Premier ministre et les membres du gouvernement poursuivent les visites. Ce 3 juin, c'est l'École nationale des sous-officiers d'active ENSOA et l'Académie de police qui ont reçu la délégation gouvernementale. Décidé en Conseil des ministres, la délégation a échangé avec les responsables des deux écoles, visité les locaux et s'est imprégné des réalités des élèves et encadreurs. Abdoulaye Mienye. Tous vêtus de la tenue militaire terre du Burkina, le Premier ministre et des membres de son gouvernement sont allés vivre les réalités du terrain des encadreurs et élèves de l'École nationale des sous-officiers d'active ENSOA et ceux de l'Académie de police. À l'ENSOA, la délégation a échangé avec les responsables de ce centre chargé d'assurer la formation initiale des forces armées nationales, chose qui a permis de connaître les réalités de cette école créée en 2005. C'est la première fois que l'École nationale de sous-officiers d'active reçoit une visite d'une haute autorité de ce niveau. Et donc, c'est une date mémorable pour nous. Le défi de l'école, c'est déjà placer l'école sur un certain échiquier qui lui donne un label de qualité reconnu par tous, mais également continuer à fournir aux forces armées des cadres outillés pour relever les défis sur le terrain et aider l'armée à accomplir ses missions comme prévu. Le Premier ministre s'est dit séduit par l'engagement des stagiaires et des encadreurs de ces centres de formation. Il leur a traduit ses encouragements et l'engagement du gouvernement de la transition à répondre à leurs préoccupations. Au-delà donc des beaux bâtiments qu'on voit, il y a beaucoup de problèmes que ça cache et nous avons pris conscience donc de ces difficultés-là et bien sûr des instructions ont été données séance tenante de résoudre certaines difficultés, notamment la question de la restauration. Les autres problèmes vont être examinés donc par le gouvernement afin de trouver des solutions. Notons que ces visites s'inscrivent dans le cadre du programme d'immersion au sein des forces de défense et de sécurité débuté le 19 mai dernier. L'objectif est de permettre aux membres du gouvernement d'être mieux imprégnés des réalités que vivent les forces de défense et de sécurité dans ce contexte d'insécurité. Éducation inclusive, je le disais en titre, la coalition nationale pour l'éducation pour tous du Burkina Faso tenait hier 3 juin un atelier pour une prise en compte effective des élèves en situation de handicap. Un atelier au profit de l'Union nationale des établissements d'enseignement privés laïques qui a connu aussi la présence des chargés de l'éducation de certains arrondissements de la ville de Ouagadougou. Objectif de cet atelier, sensibiliser et mobiliser les participants pour un droit à l'éducation des enfants en situation de handicap. Avec Michael Tougri, on va voir les images de cet atelier avant de revenir pour l'entretien de ce 20h. Au Burkina Faso, 3,2% des enfants scolarisés sont en situation de handicap. Victimes parfois de préjugés et de stigmatisation, certains de ces enfants handicapés sont exclus du système éducatif. Et même s'ils sont maintenus à l'école, le taux d'échec reste très élevé.
La coalition nationale pour l'éducation pour tous veut changer cette perception négative sur les enfants en situation de handicap et cela à travers cette session de formation, de sensibilisation des membres de l'Union nationale des établissements d'enseignement privé laïque. On considère qu'au niveau du public, nous sommes déjà dans une dynamique d'expérimentation. Il est tout à fait important qu'au niveau du privé aussi, nous puissions sensibiliser donc pour que les acteurs soient impliqués. Vous savez, les privés, aujourd'hui, quoi qu'on dise, occupent en tout cas une part importante des effectifs de l'éducation. Il s'agit essentiellement de les amener à comprendre le sens de l'éducation inclusive. Pourquoi l'éducation inclusive? Comment faire en sorte qu'au niveau du privé, l'éducation inclusive soit prise en compte dans les pratiques éducatives. Pour la coalition nationale pour l'éducation pour tous les enfants sont égaux et ont droit à l'éducation. À travers cette rencontre, il sera question de partager avec ces acteurs de l'éducation dans le privé des connaissances sur l'éducation et les politiques éducatives. Il s'agira surtout de mobiliser ces promoteurs d'établissements d'enseignement privé laïque pour la promotion de l'éducation inclusive et des droits des personnes en situation de handicap. J'ai interpellé qu'il y a des établissements privés qui n'acceptaient pas vraiment recevoir les enfants handicapés. Alors, donc nous sommes rentrés vraiment en plaidoyer avec la direction régionale de l'enseignement préscolaire primaire et non formel, donc pour que ces enfants-là puissent bénéficier effectivement de leur droit à l'éducation. Alors, donc si cela est arrivé, c'est parce qu'on a compris qu'au niveau des promoteurs du privé, des enseignants, il manquait d'informations sur la portée réelle de l'éducation inclusive. Au niveau international, la nécessité de l'éducation inclusive est affirmée à travers l'ODD 4. D'ici à 2030, il est question, entre autres objectifs, d'assurer une éducation inclusive et équitable de qualité et promouvoir des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous. Au Burkina Faso, cet engagement est aussi une priorité et tous les acteurs du système éducatif sont mobilisés pour être au rendez-vous. Retour sur ce plateau et toujours sur la même actualité, je reçois Tahirou Traoré, il est le coordonnateur de la Coalition nationale pour l'éducation pour tous. Bonsoir à vous et merci d'honorer ce 20h par votre présence. Bien, bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors avec vous ce soir, on parle d'inclusion et de handicap dans le domaine éducatif. Déjà quand on se fie à ce reportage, on a l'impression que les élèves vivant en situation de handicap sont laissés pour compte. Quelle est la réalité du terrain au Burkina? Ah oui, vous avez vu dans le reportage, il est ressorti qu'environ 3% des enfants handicapés seulement sont dans le système éducatif, alors que la réalité du terrain est tout autre. Quand on parcourt un peu nos documents de politique, que ce soit le plan secteur de l'éducation et de la formation, que ce soit le programme de développement stratégique d'éducation de base qui vient de prendre fin, et le nouveau qui est le plan stratégique de développement de l'enseignement de base et de l'enseignement secondaire, et même les stratégies d'éducation. Et mieux, on a une stratégie nationale d'éducation et de développement de l'éducation inclusive. En dépit de tout cela, la réalité sur le terrain est que les enfants handicapés vraiment sont en difficulté donc, pour avoir accès à l'éducation inclusive de qualité pour tous. 3,2% seulement, vous l'avez dit. Le taux des élèves vivant avec un handicap reste non seulement faiblement représenté au sein des établissements, mais on déplore également les conditions de ces quelques élèves vivant avec un handicap au sein des établissements. Quels sont donc les facteurs qui peuvent expliquer que les enfants en situation de handicap échouent leur année scolaire ou simplement qu'ils abandonnent les cours? Alors, la définition de l'inclusion, c'est déjà de ne laisser personne de côté. Une école inclusive doit être en mesure de recevoir tous les enfants, quelles que soient leurs conditions, quel que soit leur état de santé, et avoir des enseignants qualifiés qui sont en mesure effectivement de les prendre en charge, quelle que soit la nature de leur handicap, et aussi bénéficier d'un matériel qui soit adapté à leur handicap, et aussi que les salles de classe soient accessibles. Alors imaginez
un enseignant qui reçoit un élève handicapé aveugle et qui n'est pas formé en braille, il est très difficile pour lui quand même de pouvoir lui venir en aide. Et c'est la même chose que un enseignant qui reçoit un élève sourd dans sa classe et qui ne connaît pas la langue des signes, c'est un problème. L'élève aveugle ne peut pas travailler sur le même matériel, les mêmes documents ordinaires que les enfants dits normaux. Alors, les livres qu'on leur donne sont des livres qui sont pas édités en braille. Et le matériel tel que les fournitures qui sont achetées dans le cadre de la gestion décentralisée de l'éducation pour les élèves ne prennent pas en compte effectivement la dimension du handicap. Un élève handicapé aveugle, vous lui donnez un bic et puis un cahier ordinaire, comment est-ce qu'il va faire? Et ajouter à tout cela, il y a aussi la question de l'alimentation, parce que ils sont souvent dans des familles d'accueil où forcément il faut leur venir en aide, étant donné que sur le plan national, je peux dire au niveau de l'État, jusqu'à présent on n'a pas des écoles spécialisées. Il y a des tentatives effectivement d'expérimentation sur le terrain avec bien sûr l'accompagnement des institutions telles que Humanité et Inclusion, telles que Light for the World, CBM. C'est bien, mais en réalité il leur manque presque du tout. Et c'est ce qui fait que, en tout cas, leur accès à l'école est limité. Et même ceux qui arrivent à poursuivre un peu, à un moment donné, sont obligés d'abandonner à partir du secondaire parce que les conditions ne sont pas réunies. Et justement, c'est pour résoudre cette équation que votre organisation, qui est la Coalition nationale pour l'éducation pour tous, a tenu hier 3 juin un atelier de formation et de sensibilisation. Une formation qui était au profit des établissements privés. Pourquoi ce choix? Est-ce à dire que les établissements privés présentent des conditions peu reluisantes pour les élèves en situation de handicap? Je peux dire qu'au niveau du privé, ils ont déjà fait beaucoup, parce que toutes les écoles qui reçoivent les personnes handicapées, ce sont des écoles qui sont créées par le privé. Donc c'est déjà pas mal, mais nous disons que, étant donné que l'éducation c'est un tout, donc nous faisons le plaidoyer auprès du ministère de l'Éducation nationale, auprès des autorités locales déconcentrées. Alors et quand on observe un peu dans nos effectifs aujourd'hui, quoi qu'on dise, au niveau du primaire, le privé compte à peu près 40%. Mais au niveau du secondaire, le privé est à 51%, plus de 51%. Donc si on va encore plus loin, au niveau du supérieur, on verra que le privé est à plus de 80%. Donc ce qui fait que, étant donné qu'ils reçoivent aussi les mêmes élèves, les mêmes enfants, il est naturellement les difficultés qui sont posées là-bas et surtout le fait que les enseignants et les promoteurs eux-mêmes ne sont pas bien sensibilisés sur la question de l'inclusion. Il arrive souvent effectivement qu'on ait des difficultés à inscrire certains enfants handicapés dans les écoles privées. C'est partant de tous ces constats que nous avons décidé que, vu vraiment leur nombre dans nos effectifs, il est nécessaire effectivement de pouvoir faire un plaidoyer en direction des promoteurs, donc pour que dans les constructions d'infrastructures, on tienne compte effectivement de l'accessibilité, surtout en forme de rampe d'accès, et aussi la formation des enseignants est une donne qu'il faut prendre en compte, et le matériel et ainsi de suite. Donc, c'est ce qui nous a amené logiquement, compte tenu du fait que les problèmes sont récurrents à tous les niveaux, donc il faut nécessairement que le privé aussi soit dans la dynamique. Et de façon concrète, qu'est-ce qui a été fait hier lors de cette formation? Alors, ce qui a été fait hier, nous avons échangé un peu sur d'abord l'inclusion. Et qu'est-ce que l'inclusion? On a partagé aussi la stratégie, le contenu de la stratégie nationale de développement de l'éducation inclusive. Donc pour qu'ils comprennent les engagements qui ont été pris par le Burkina Faso en faveur de l'éducation des enfants handicapés. Alors, quels sont les axes stratégiques qui sont développés?
Voilà, et quels sont les plans, les actions et les activités qui doivent être déployées et les soutiens à apporter effectivement aux parents des personnes handicapées, aux communautés, et surtout dans le cadre de la gestion décentralisée de l'éducation, donc pour leur permettre effectivement de contribuer à assurer l'éducation inclusive de qualité pour tous. Alors, étant donné que ce sont ces politiques-là qui orientent les actions d'éducation inclusive et qui contiennent les indicateurs qui sont suivis, il est nécessaire que ceux qui sont au privé sachent effectivement le contenu de ces politiques, les engagements qui sont pris par l'État et ensuite maintenant essayer de voir à quel niveau c'est qu'ils peuvent faire et les préparer aussi à revendiquer leurs droits. Et justement, Monsieur Traoré, quels sont les résultats attendus à court et à long terme? Alors, à court terme déjà, c'est une très bonne chose puisque avec les promoteurs, ils se sont engagés bien sûr dans la voie d'assurer l'éducation inclusive de qualité pour tous, en essayant de voir au niveau des infrastructures déjà l'accessibilité, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Ils ont surtout souhaité qu'ils puissent être accompagnés donc, par l'État pour pouvoir détecter effectivement les natures des handicaps des élèves dès leur inscription à l'école. Ils ont aussi promis effectivement de sensibiliser les parents d'élèves, les élèves, les enseignants, pour qu'ils acceptent effectivement que le handicap n'est pas une fatalité. C'est-à-dire une personne handicapée, c'est une personne à part entière comme toute autre personne. Voilà, donc, étant donné qu'on est ensemble dans le cadre de l'inclusion, ce qui voudrait dire que nous devrions pouvoir nous entraider. Par exemple, celui qui a des insuffisances en termes, voilà, celui qui ne voit pas, il doit être aidé par les voyants. Et ceux qui sont sourds aussi, doivent être aidés donc par ceux qui sont en mesure, effectivement, à travers la langue des signes, et les accompagner. M. Traoré, c'est visiblement une question qui nous concerne tous, parents, élèves, enseignants, toute la société. Quel message ce soir pour permettre à ces élèves-là de s'insérer facilement au sein de leurs établissements, mais aussi dans la société de façon générale? Le message que nous avons, d'abord au niveau du ministère de l'Éducation nationale, que on puisse avoir des statistiques fiables concernant les personnes handicapées et pouvoir budgétiser correctement ce dont ces enfants ont besoin pour pouvoir continuer les apprentissages tels que les autres enfants. Le budget alloué à l'éducation inclusive est très faible. On a quelque chose d'1 milliard, 279 millions. Nous avons, sur la base des effectifs, effectivement, de la Direction générale des statistiques, l'année dernière, plus de 60 000 enfants handicapés. Si vous essayez de diviser ce montant par le nombre d'élèves handicapés, vous avez autour de 4 000 francs. Alors que le simple poinçon d'un élève handicapé aveugle coûte environ la même somme. Donc, c'est des matériels qui coûtent très cher et pour pouvoir permettre à chaque enfant de pouvoir bénéficier de ce matériel-là, il faut que nous puissions mettre les moyens et faire en sorte que la budgétisation vraiment soit sensible à l'inclusion des enfants handicapés. C'est un message attendu. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Je rappelle que je recevais pour vous Tahirou Traoré. Il est le coordonnateur de la Coalition nationale pour l'éducation pour tous. Dans la suite de ce 20h, fin des travaux de la première édition de la rencontre des patrons burkinabés. La cérémonie de clôture est intervenue hier. En 2 jours de travaux, les participants ont énuméré les problèmes qui minent le secteur de l'entrepreneuriat dans la sous-région. Mamitria Nakamabo. Après 2 jours de partage d'expériences, de réflexions et d'échanges d'idées entre patrons d'entreprise et la jeunesse, la rencontre des patrons burkinabés a refermé ses portes. La question du taux d'intérêt qu'exigent les différentes banques aux clients, la problématique du financement des petites et moyennes entreprises et la question de la bourse régionale sont entre autres les sujets qui ont été abordés par les participants. Les étudiants ont aussi soumis leurs préoccupations relatives au manque de financement dans leurs travaux de recherche.
Les responsables de banques présents à cette rencontre ont par la suite éclairé les participants sur ces questions. Les panels ont permis donc à ces jeunes étudiants-là d'apprendre beaucoup de choses. Les panels ont permis aux hommes d'affaires aussi d'exposer les problèmes que le monde économique, le monde des affaires rencontre au Burkina Faso et de ressortir de là avec des recommandations et des résolutions. Des recommandations qui prennent en compte la question de fiscalité et la transformation des produits locaux. Nous avons aussi demandé qu'on puisse faire des facilitations sur le plan fiscal aux structures qui font de la production et qui transforment les produits locaux. Parce qu'aujourd'hui au Burkina Faso, il faut qu'on produise ce que nous transformons et qu'on consomme ce que nous produisons. Cette rencontre, qui à sa première édition a connu la participation de plusieurs chefs d'entreprise de la sous-région qui se disent satisfaits de l'organisation et du contenu des débats. De façon générale, c'est avec satisfaction que nous repartons au Togo et peut-être réfléchir à cette initiative et s'inspirer de ça pour mobiliser également les acteurs du Togo. Nous pensons qu'avec l'expérience de Burkina, nous allions travailler pour mettre ensemble une organisation pour que dans le futur, qu'on puisse avoir les moyens de communiquer pour mieux faire avancer les choses en ce qui concerne le développement de toute la région. Le développement des infrastructures et des services liés à la numérisation des administrations publiques et privées, l'organisation et l'implication de la diaspora dans le processus de création d'entreprises au Burkina Faso sont également des recommandations faites par les participants au sortir de cette rencontre qui s'est tenue du 2 au 3 juin 2022. La construction d'un État endogène est bien possible au Burkina Faso, mais pas avec le français comme langue nationale. C'est ce qu'a déclaré le professeur Basile Guissou à la conférence organisée par le Forum d'Itanier ce vendredi 3 juin sur le thème « Regard critique sur les rendez-vous manqués de la démocratie, comment construire des institutions qui répondent aux aspirations des Burkinabés ». Un thème qui a été décortiqué par 3 éminents panélistes, notamment le professeur Basile Guissou, le professeur Jacques Nanema et le docteur François d'Assise Palma. La conférence a connu la participation des différentes couches sociales, notamment des acteurs politiques. Maxime Jean-Yves Bambara. Les professeurs Basile Guissou, Jacques Nanema et le docteur François d'Assise Palme, 3 panélistes pour tenir en haleine l'auditoire à cette conférence publique organisée par le Forum d'Itanier sur le thème « Regard critique sur les rendez-vous manqués de la démocratie, comment construire des institutions qui répondent aux aspirations des Burkinabés ». Sur le premier sous-thème, critique politique des institutions et de leurs animateurs au Burkina Faso, l'homme politique, après une clarification des notions État et nation, s'est interrogé sur la possibilité de la construction d'un État endogène au Burkina Faso. Pour le sociologue et chercheur à la retraite, professeur Basile Guissou, cela est bien possible, mais pas avec la langue française. La Chine a un État et un gouvernement fait par des Chinois, pour les Chinois, et parlent leur langue. Ils ne parlent pas la langue française en Chine. Nous, c'est ça. Depuis 1960, on dit que nous sommes des Français. J'ai dit c'est faux. Nous sommes des apprentis de la langue française. Ça ne nous amènera nulle part. La justice, le Conseil national de la Révolution a actionné la justice, a créé les tribunaux populaires de la Révolution. Qui en parle aujourd'hui? Personne. Écoutez, nous ne sommes pas des poussins d'hivernage. La classe politique burkinabé a les moyens de construire des institutions endogènes. Sur le deuxième sous-thème relatif aux attentes morales des populations vis-à-vis des politiques, le professeur Jacques Nanema relève que l'homme est un être de valeur et il veut aussi que la politique soit un espace moral. Pourtant, politique et morale ne font pas toujours bon ménage selon le philosophe. Pour arriver donc à construire des institutions qui répondent aux aspirations de Burkinabés, ces derniers doivent dans un contrat social se définir une éthique politique. J'essaie de faire la différence entre morale et moralisme parce que le moralisme voudrait que finalement la politique soit envahie totalement par la morale et donc ça voudrait dire qu'on va installer un État religieux ou un État purement et simplement moral
Or, si on installe un État moral, ça veut dire si je ne suis pas musulman et que, par exemple, il y a un État musulman qui est installé au Burkina, ça veut dire que je n'ai plus de place ici. Si on installe un État chrétien alors que je ne suis pas chrétien, donc ça veut dire que je n'ai pas ma place ici. Donc je proposais qu'en lieu et place de tout ça, qu'on aille vers une éthique politique. Et l'éthique politique, ce n'est pas une morale qui descend du ciel ou qui descend du mont Sinaï, c'est l'effort entre nous, dans nos différences, de convenir dans un contrat social de ce que nous allons faire, de la manière dont nous allons vivre ensemble, le civisme par exemple. Donnant des clés pour la construction d'une conscience nationale, le docteur François d'Assis Palme indiquera que les Burkinabés devront d'abord se considérer comme fils et filles d'une même nation, et ce, malgré leur appartenance religieuse, confessionnelle et ethnique. Si nous voulons construire des relations interethniques, intercommunautaires viables, c'est une culture de la non-violence, 2, il faut dépasser le sang, 3, et il faut accepter la rencontre de l'altérité, de cultiver des valeurs universelles. 4, au niveau administratif, par exemple, ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut penser à ouvrir, c'est-à-dire que mettre l'accent sur la compétence et non sur le sang. Cette première conférence du Forum d'Itanier, après son lancement le 19 mai dernier, a connu la mobilisation des différentes couches sociales. Conférence à l'issue de laquelle un appel a été lancé aux populations à l'éveil des consciences pour assurer la veille afin que la transition prenne la meilleure trajectoire possible. La situation nationale et le bilan de la politique étrangère du Burkina Faso étaient au cœur de la conférence de presse du mouvement des jeunes engagés pour le développement. Une conférence de presse qui a eu lieu ce samedi 4 mai 2022. Le mouvement juge que le mal burkinabé est endogène et profond. Un mal qui a assez duré et qui doit être soigné avec des décisions courageuses et pérennes afin que le peuple burkinabé retrouve l'espoir de sortie de crise. On en parle avec Alexis Wenkouni Belemnaba. Le mal burkinabé est endogène. Le système politique qui constitue la locomotive du développement d'un pays se retrouve être le service d'un parti politique ou d'un homme politique. Une situation qui crée un manque de vision politique claire du développement. C'est le constat fait par le MOJED, le mouvement des jeunes engagés pour le développement. Pour le MOJED, cette posture du pays entrave le développement des différents secteurs d'activité, dont celui de la sécurité. La dégradation continue de notre climat sécuritaire depuis 2016 est la cause d'un manque d'une politique de sécurité nationale efficace et inclusive. Un constat matérialisé par un renseignement limité, moins équipé et politisé. L'absence d'un mécanisme endogène dans le règlement des conflits, créant des scènes de frustration et de vengeance. Une armée défaillante et de capacité de réaction limitée. Une crise d'intérêt entre les corps et intra-corps compliquant la coordination des actions sur le terrain. Et enfin, une politisation de l'armée créant ainsi une crise de confiance entre FDS et population. La diplomatie burkinabé est basée sur des relations entre les gouvernants et manque d'influence pour peser dans les négociations régionales et internationales, remarque le MOJED. Notre diplomatie est jusque-là basée sur des relations personnelles des gouvernants et non sur des relations d'intérêt commun entre nations. Une démarche qui a conduit à des signatures de partenariats non gagnant-gagnant, à des traités d'amitié superficiels et mal négociés et à des conventions mal ratifiées. Comme conséquence diplomatique sur le plan économique, on assiste au pillage organisé de nos ressources naturelles par les multinationales étrangères, une monopolisation de nos secteurs économiques par nos amis actuels. Après le diagnostic des difficultés, le MOJED propose une thérapie au président du Faso, opérer des décisions courageuses et pérennes afin que l'espoir suscité par les événements du 24 janvier 2022 ne soit pas vain. Travailler courageusement à réconcilier les frères d'armes autour d'un même idéal qui est la protection et la défense du territoire national, tout en résolvant les conflits d'intérêts et les injustices qui les opposent. Trouver d'urgence de nouveaux partenaires pour assister nos FDS dans la lutte contre le terrorisme, tels que le Mali, la Russie, la Corée du Nord, l'Iran, la Turquie, le Rwanda. À cette conférence de presse, tous les secteurs de la vie sociopolitique du Burkina Faso ont été passés au peigne fin. Du secteur de l'éducation à celui de la sécurité en passant par l'économie et la diplomatie, tous ces aspects ont été abordés.
Plusieurs propositions jugées thérapeutiques par le mouvement des jeunes engagés pour le développement ont été également faites. Conférence de presse également pour les organisations professionnelles des médias OPM. Elle était organisée dans le but de donner la lecture de l'OPM sur le projet de loi du 30 mai 2022 portant habilitation du gouvernement à prendre des mesures dans le cadre des suggestions liées aux nécessités de la défense nationale que l'Assemblée législative veut adopter le 6 juin prochain. Les conférenciers s'opposent naturellement à cette disposition juridique. Le point avec Salimata Zongo et Cheikh Omaoui Draogo. Les députés de l'Assemblée législative de transition examineront le 6 juin prochain le projet de loi du 30 mai 2022 portant habilitation du gouvernement à prendre des mesures dans le cadre de suggestions liées aux nécessités de la défense nationale. Bien avant l'examen du dit projet de loi, les organisations professionnelles des médias émettent déjà des inquiétudes quant au contenu qu'il renferme. Selon les premiers responsables des dites organisations, l'application de cette loi, si toutefois elle est adoptée, pourrait porter atteinte à la liberté d'expression et de presse. Que devrons-nous entendre par suggestion liée à la défense nationale quand on sait que la défense nationale est un vaste champ diffus et transversal? Le gouvernement aurait dû être plus explicite dans l'exposé des motifs pour dire exactement de quoi il s'agit et pourquoi les recours à l'Assemblée législative de la transition rendraient inefficace son intervention. Il y a un risque que cela devienne un fourre-tout et une occasion de confisquer les libertés. Cette loi est ambiguë et ne nous permet pas de voir son champ réel d'application. Son caractère sommaire laisse voir des intentions cachées. Au regard des ambiguïtés que ce projet de loi suscite, les organisations professionnelles des médias s'opposent tout naturellement à cette disposition juridique. Pour les organisations, cela constitue une loi de trop sans réelle nécessité. Le motif tel que avancé par le gouvernement pour introduire ce projet de loi à l'ALT ne convainc pas les défenseurs des hommes des médias qui estiment que le gouvernement ne peut pas renforcer l'État à travers des mesures dites d'exception. Nous ne voyons donc pas quel problème l'adoption de cette loi pourrait résoudre et que les lois actuelles ne peuvent pas régler. Quel type de mesures le gouvernement sera amené à prendre qu'il n'a pas déjà pris dans le cadre de l'état d'urgence? Pour nous, cette loi n'a pas de plus-value et constitue un danger pour l'état de droit et la démocratie quand on connaît les sacrifices consentis par de nombreux filles et fils de notre peuple pour la sauvegarde des libertés démocratiques et de l'état de droit. Au regard de tout cela, Gezuma Sanogo et ses camarades disent ne pas cautionner une loi dont la finalité est sombre. Ils invitent par ailleurs les parlementaires soucieux de l'état de droit à se démarquer de ce projet de loi qu'ils jugent liberticide. De tout ce qui précède, nous sommes au regret de vous annoncer que nous ne pouvons pas nous associer ni donner caution à une loi dont la finalité est de substituer l'état de droit par l'état d'exception, toute chose qui anéantira la liberté d'expression et de la presse. Aussi, nous attendons de tout parlementaire soucieux de l'état de droit de rejeter purement ce projet de loi et de se démarquer de toute tentative liberticide remettant en cause les acquis démocratiques. Les organisations professionnelles des médias comptent mener des actions légales en cas de passage du dit projet, car elles estiment que la presse est un allié et non un adversaire. À noter que l'OPM regroupe 11 fêtières qui se sont données pour mission de garantir et de défendre la liberté d'expression et de presse. 6132 membres du bureau burkinabé du droit d'auteur BBDA se succèdent depuis le 31 mai dernier dans les guichets BBDA de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso pour les repartitions de mai 2022. L'artiste ayant le plus gros montant s'en sort avec environ 9 millions de francs CFA, tandis que le plus faible montant à percevoir est de moins de 5 000 francs CFA. Pourquoi un tel écart et quels sont les critères de répartition? Ces questions ont poussé nos reporters à approcher le bureau burkinabé du droit d'auteur ce vendredi 3 juin 2022 pour une meilleure compréhension. Serge Kabouré. Ambiance particulière dans la cour du bureau burkinabé des droits d'auteur BBDA ce vendredi. Pour cause, depuis le 31 mai et cela jusqu'en août prochain, 6132 membres du BBDA sont invités à se présenter à la caisse pour toucher ce qui leur revient de droit. La somme la plus élevée qui doit être perçue au cours de cette répartition est de 9 millions de francs CFA, pendant que le plus faible montant est inférieur à 3 000 francs, 2 600 francs CFA pour être plus exact. Entre incompréhension pour certains et compréhension pour d'autres, le critère de répartition est diversement apprécié par les artistes. Franchement, moi, mon cauchemar là, c'est de gagner les 3 000 là. Voilà, le plus bas prix que voilà,
Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, mon cauchemar, c'est de prendre les 3000 là, quoi. Parce que je me dis qu'on a assez charbonné depuis 2017 jusqu'à présent. Si on doit venir prendre 3000 francs, c'est dingue. Je pense que s'il y en a qui peuvent avoir jusqu'à 9 millions, c'est de 2900 à 9 millions, c'est bien. 9 millions, c'est bien. Ça veut dire que ceux qui sont à 2500, peut-être qu'ils n'ont pas bien travaillé. Ou peut-être c'est des nouveaux déclarants. On n'en sait pas. Donc cette personne, s'il arrive à avoir 2900, il doit grouiller. Atteindre ceux qui sont à niveau. Ça veut dire qu'il doit travailler plus. Parce que s'il y a 9 millions, c'est qu'il y a eu du travail quelque part. D'une valeur de plus de 800 millions de francs CFA, la répartition de mai 2022 concerne 3 types de droits selon la directrice de la répartition. Sur la question de la répartition des différents montants entre les artistes, la première responsable de la répartition s'explique avec un exemple, les diffusions de la télé interactive True TV. Même si l'artiste a été joué 1 seconde à True TV, on l'a mis juste et puis après il y a eu un interlude et puis on a coupé, il a des droits. Donc si on divise le montant que True TV paye par le volume exploité, on aura 1 seconde d'œuvre exploitée. Ça se fait par seconde. Et si l'artiste a été joué 1 seconde, il aura 1 seconde et 1 fois, c'est la part qu'il aura. En fait, il faut dire que tous les artistes qui sont venus, il y a eu 6132 artistes qui sont bénéficiaires de cette répartition-là. Ils ont un minimum de droits qu'on les paye. Et cette fois-ci, c'est 2200. Donc l'artiste qui a eu le plus petit montant, c'est quoi, 4 francs. Il aura les 4 francs plus les 2000, le droit minimum payable qu'on lui sert. Pour l'écart financier existant entre les acteurs à cette répartition, Armel Compaoré s'explique également. Ceux qui ont 1 million, plusieurs millions, ce n'est pas seulement à la radio ou à la télé que leurs œuvres sont jouées. Ils ont fait des festivals, ils ont fait des concerts, leur œuvre a été utilisée par des sociétés comme musique de publicité, comme musique d'attente, comme musique de film. L'artiste burkinabé Barça Premier, dit le 10, fait partie de ceux ayant touché un gros lot. À la caisse du Bureau burkinabé des droits d'auteur, il s'en est sorti avec plus de 2 millions de francs CFA. Je pense que c'est au niveau des scènes musicales. J'ai beaucoup presté avec des réseaux. Voilà, des réseaux qui sont connus, que vous connaissez vous-même. Donc c'est les réseaux qui payent un peu plus mieux. J'ai presté avec beaucoup de réseaux, j'ai eu à faire des tournées. Et je pense que c'est ce qui a augmenté mon argent au niveau de la répartition, voilà, côté prestation. Je pense qu'on met tout sur la base du travail parce qu'il y a des artistes qui ne sont pas bien instruits dans le métier qu'ils font. Ça veut dire qu'ils n'ont pas les vraies informations. Rappelons que l'artiste ayant la plus grosse somme pour cette répartition de mai 2022 empoche la somme d'environ 9 millions de francs CFA, tandis que le plus faible montant à percevoir est de 2600 francs CFA. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci de nous avoir été fidèles tout au long de cette semaine. Merci à la rédaction et à la réalisation pour le travail abattu cette semaine également. Bon week-end à toutes et à tous et à la semaine prochaine, certainement aux éditions de la mi-journée. Bonsoir.